Merci Agathe Lambre et merci à Julien Taureau qui vous accompagne. Sophie Tissier, je me tourne en premier vers vous. Ces pistes, on ne sait pas exactement si ça sera ça les propositions, mais est-ce que ça peut vous faire enlever votre gilet jaune ce soir ? Vous savez, déjà, il y a une chose qui me choque, c'est qu'Emmanuel Macron ne parle pas en direct. Je trouve ça pas normal pour un président de la République qu'il n'ait pas le cran d'assumer sa position. Nous, on est aujourd'hui en direct, là, tout de suite. Le président parle en différé. C'est pas normal, déjà. Ensuite, mercredi, il sera en direct face à des journalistes. Oui. Face à leurs questions. Oui, il continue aussi d'utiliser tout ça pour sa campagne de communication pour les Européennes. Ça, c'est autre chose. Vous savez, les gilets jaunes, pour beaucoup de personnes en France, pour des millions de personnes, l'hiver, ça fait longtemps qu'il est arrivé, qu'il est là et qu'il ne bouge pas. Ça fait des décennies que les gens ont des grandes difficultés à vivre. L'hiver est là et nous, on en a ras-le-bol, en fait, du système dans lequel on est. Donc, toutes les annonces que peut faire Macron, les Gilets jaunes veulent une chose, c'est rénover le système politique. Donc, il aura beau faire des annonces cosmétiques, parce que je suis désolée, mais faire 3-4 annonces comme ça pour redonner un tout petit peu de pouvoir d'achat à quelques catégories de personnes, c'est pas ça qui va résoudre tous les grands problèmes, les grandes urgences qu'il y a dans le pays, le climat, les urgences démocratiques. On veut des élus qui soient irréprochables et voire plus d'élus du tout. Parce qu'en fait, la démocratie aujourd'hui, on veut la rénover. On veut la fin de la Ve République et on veut la première démocratie en France, une démocratie directe qui permette à tous les citoyens de s'investir en politique, de s'investir dans les décisions politiques concrètes, que ce soit au niveau local et au niveau national. Voilà. On va laisser deux élus défendre leur rôle. Iliana Sicurel pour la majorité déjà. Oui, alors moi je suis candidate sur la liste Renaissance, donc pas encore élue, mais je suis membre du bureau exécutif de La République En Marche, en charge de l'éducation. Donc écoutez, moi je crois que ce qu'on attend de cet acte 2 du quinquennat, c'est d'être, je dirais, un complément fort de l'acte 1. Et moi je voudrais dire un mot de l'acte 1. On a tous été, et je l'ai souvent dit sur votre plateau, touchés par ce mouvement des Gilets jaunes. Pour moi, ce mouvement des Gilets jaunes, c'est un moment important de l'histoire de notre pays parce que est devenu visible la souffrance d'une grande partie de nos concitoyens dont on avait conscience, mais elle est maintenant sur la table avec la nécessité de réponses à beaucoup plus court terme. Donc pour moi, l'acte 1, il n'était pas dénué de sensibilité sociale. Moi, je me suis engagée en politique, je viens de la société civile, parce que je veux réduire les inégalités dans ce pays. Et je suis convaincue que pour les réduire, il y a une première bataille qu'on doit gagner, parce qu'on ne l'a pas gagnée alors que nos voisins européens, eux, sont en bien meilleure posture à ce niveau-là. C'est la bataille contre le chômage. Parce que vous le savez, la plus grande des inégalités, c'est le chômage. Et pour gagner cette bataille, on est obligé d'être sur deux terrains, et en fait, c'est de multiples terrains sur lesquels on doit être présent, mais il doit y avoir une relance de notre économie, c'est-à-dire que les investissements doivent reprendre, et ça commence à prendre. Et d'ailleurs, le chômage, il commence à baisser. Il faut rester humble, et on va tout faire pour que ça continue, mais on est pour la première fois depuis 10 ans en dessous des 9%, et ça, c'est la première bataille. Ensuite, il y a la transformation de la formation pour qu'elle aille à ceux qui en ont le plus besoin. Et ça, c'est aussi en cours, et c'est très important. Et ça va aussi dans la réparation de notre système éducatif, qui est le plus inégalitaire aujourd'hui de tout l'OCDE. Et je vous le dis avec émotion, parce que c'est mon combat à moi personnel, auprès de Jean-Michel Blanquer. Le système éducatif en France est aujourd'hui le plus inégalitaire. Et ce qu'on fait aujourd'hui, en commençant à 3 ans pour qu'il y ait l'accès au langage, enfin je ne peux pas développer, mais lutter contre les inégalités à la racine, c'est un combat de long terme. Mais tout ça, ça va dans la même direction. C'est donner du travail. Donc on est d'accord. Maintenant, les Gilets jaunes, votre mouvement que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau est venu nous faire prendre conscience que toutes ces choses qui ont été mises en place et qui sont là pour tous les Français, pour le bien-être de tous les Français, ça prend un peu de temps et trop de temps pour un certain nombre de nos concitoyens. Donc pour moi, l'acte 2, c'est une série de mesures, mais fortes, qui vont avoir des effets beaucoup plus immédiats. Alors il y a l'une d'entre elles qui, je pense, qu'on peut quasiment considérer comme acquise, c'est celle qui va vous concerner directement, des familles monoparentales avec les pensions alimentaires. 40% d'entre elles, aujourd'hui, ne sont pas recouvrées par leurs bénéficiaires. Et j'ai appris ces jours-ci, parce qu'on a beaucoup parlé à juste titre de ce problème, que les associations, elles demandent depuis 1979 qu'il y ait un fonds public
qui se substitue en fait au mauvais payeur pour ensuite demander au mauvais payeur de payer à son tour pour que ce risque-là il ne pèse pas sur souvent la maman isolée. C'est une mesure importante. Alors ça, c'est une mesure importante. Est-ce que vous la saluez? Bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Oui, c'est une mesure, mais il faudra en faire 100 en fait, des mesures pour vraiment réduire les inégalités. Quand on voit que les femmes, beaucoup d'entre elles n'ont pas accès au congé maternité. Moi, je n'ai pas eu droit au congé maternité pour mon deuxième enfant. 35% des travailleuses précaires n'ont pas accès au congé mat. On a un congé mat qui est trop restreint. Enfin, on parle des droits des femmes, il y a énormément de choses à faire. Je crois que toutes les associations féministes ont tiré la sonnette d'alarme. Elles n'ont eu aucune réponse que du mépris de la part d'Édouard Philippe et de la part d'Emmanuel Macron. En fait, le vrai problème, c'est que tous les corps intermédiaires, depuis des décennies, ne sont plus écoutés, enfin, particulièrement ces dernières années et par le gouvernement d'Emmanuel Macron, ne sont plus écoutés. Là, il y a eu des heures et des heures de débat. Il y a eu des heures de débat, mais qui ont été faussées. Par exemple, les grandes associations d'opposition à Emmanuel Macron n'étaient pas invitées. La Ligue des droits de l'homme, Anticor. Tout le monde pouvait laisser Nicolas B participer au débat. Oui, Nicolas B. Plusieurs choses. D'abord, sur le grand débat, le fait que beaucoup de Français n'aient pas participé, on peut toujours répondre, comme vous le faites, que finalement, ils avaient la possibilité de le faire. Vous avez raison, techniquement, tout le monde pouvait y participer. Mais pourquoi, à votre avis, 99% des Français n'ont pas participé? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont eu le sentiment, à la fois que c'était un peu un entre-soi, que les choses étaient très verrouillées. Macron rencontre les maires, Macron rencontre les chefs d'entreprise, Macron rencontre même les enfants. Les questions étaient préparées à l'avance. J'en ai eu plusieurs témoignages, y compris de maires que je connais qui ont été invités à des réunions. Et puis, ils ont eu le sentiment surtout que c'était une opération de communication qui a coûté 12 millions d'euros aux contribuables, qui consistait finalement pour Emmanuel Macron à expliquer sa politique. Moi, je ne lui dénie pas le droit d'expliquer la politique qu'il mène. Mais on voit bien que depuis le début, il était prêt à consentir des ajustements à la marge de ses orientations politiques. Vous-même, vous le dites, et je n'ai pas raison de douter de votre sincérité, vous dites, bon, finalement, on va aller encore plus loin et plus vite que dans la direction qui a été prise jusqu'à maintenant. Mais ce que beaucoup de Français attendent, et ce qui s'est exprimé notamment, mais pas seulement, mais notamment au travers du mouvement des Gilets jaunes, c'est une volonté de changer de cap politique, d'orientation politique. De logiciel politique. Plus de protection économique, de logiciel politique. Plus de justice fiscale. Et puis, la réponse, elle ne peut pas être simplement, comme l'avait fait Emmanuel Macron en décembre, quelques milliards qui sont distribués pour calmer les esprits. En réalité, on nous met en scène l'intervention de ce soir, exactement comme on nous avait survendu, il faut bien le dire, celle de décembre, dont on a bien vu après qu'elle n'avait rien réglé et que la mobilisation des samedis suivants avait continué. Alors, je voudrais être très rapide. Pour moi, il y a 3 principaux axes qui devraient être des axes d'action immédiates avec des mesures fortes. C'est 1, résoudre la fracture démocratique. Il s'en tirera pas simplement en donnant quelques miettes de proportionnel. On veut le RIC. Ou en modifiant à la marge les modes de scrutin. Ce que beaucoup veulent en France, en général, pas seulement les Gilets jaunes, c'est un vrai mécanisme de démocratie directe. Le référendum d'initiative citoyenne, l'initiative populaire, qui permet aux Français d'adopter une loi que le gouvernement ne veut pas mettre en œuvre, ou d'abroger une loi que le gouvernement aurait fait adopter et dont les Français ne veulent pas. Et puis, un vrai mécanisme de démocratie représentative, et ça nécessiterait en effet une réforme du mode de scrutin pour aller à la proportionnelle intégrale ou quasi intégrale. Et puis ensuite, la fracture territoriale et la fracture sociale et fiscale. Et là, il faut des mesures très fortes. Il faut baisser la fiscalité globalement. Bien sûr, sur les classes populaires et les classes moyennes en priorité. Mais on ne peut pas être à 48% du PIB en prélèvement obligatoire, le plus haut niveau de tous les pays de l'OCDE, alors même que... Oui, mais alors même qu'on a des services publics de moins en moins performants, les Français ont le sentiment de payer toujours plus pour avoir en face toujours moins. Donc c'est évidemment pas une situation acceptable. Il faut baisser globalement la fiscalité et puis il faut faire des économies. Il faut avoir le courage de faire des économies sur la fraude sociale, sur la fraude fiscale, sur le millefeuille territorial, sur la politique de la ville où on a versé 100 milliards d'euros en 30 ans et ça a été pour l'essentiel parfaitement inefficace. Sur la politique d'immigration qui ne doit pas être un tabou, ça a un coût exorbitant pour les... D'accord, mais si vous voulez faire des économies, comment satisfaire tout le monde? C'est difficile. C'est difficile de satisfaire tout le monde d'abord, bien sûr. Et puis un gouvernement, il a un cap politique, il a des priorités stratégiques, l'emploi, récompenser le travail. Donc Macron ne va pas sortir de ce cap-là, même s'il peut l'amodier, changer certaines directions pour tenir compte de la colère populaire qui s'est exprimée. Par ailleurs, c'est difficile de satisfaire tout le monde avec les mêmes échéances. Par exemple, les échéances d'urgence sociale, que ce soit les pensions alimentaires ou bien la réindexation des retraites, c'est efficace immédiatement si on arrive à le mettre en place. Et ça fera du bien tout de suite à ceux qui souffrent. En revanche,
tout un chantier institutionnel, ça prend évidemment du temps. S'il faut changer de république, aller vers une 6e république, s'il faut adopter des process compliqués, c'est très long. Il faut que le Congrès le décide, ou qu'un référendum le décide, ou qu'une assemblée constituante le décide. Des États généraux. On peut aussi faire des États généraux citoyens avec les moyens de l'État et faire en sorte pendant quelle que soit la formule retenue, an, les États généraux de 1788, parce que vous mettrez dans ils ont duré 2 ans. Voilà, ils ont duré 2 ans, mais c'est plus, pas grave. Plus 4 ans de révolution, dont 1 an et demi de terreur. On n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens aujourd'hui. Voilà. On cherche pas la terreur, on cherche pas à terroriser les politiques. On veut pas guillotiner M. Macron. Regardez la réforme de la Constitution de 2008. Eh bien, les conditions techniques de réalisation du référendum d'initiative partagée, elles ont été inscrites en 2013 dans les textes juridiques. On a mis 5 ans pour transcrire. Et ça n'a jamais été utilisé. Hein. Et ça n'a jamais été utilisé. Il y a une première tentative. C'était fait pour ça. C'était fait pour pas être utilisable. C'est possible aussi. On a mis un seuil. À l'aéroport de Paris, ça ne va pas l'être. Parce que là, on a mis un seuil qui est tellement haut en nombre de signatures que ça le rend totalement. Vous êtes d'accord, vous, au Rassemblement national? Oui, mais c'est toujours pareil. Vous savez, c'est exactement comme la proportionnelle. Alors, on va donner des miettes. Voilà, on va faire une petite dose homéopathique, comme ça, les gens vont être contents. Non, il faut un vrai système qui permette aux gens de s'impliquer. Il faut que ce soit lié au... faut que vous vous écoutiez aussi. Oui, ne pas me couper la parole en permanence, on gagnera en clarté du débat. Sur le référendum d'initiative populaire ou citoyenne, on l'appelle comme on veut, peu importe, ça permet à un seuil raisonnable, 500 000, 700 000, peut-être 1 million de citoyens de se saisir directement d'un sujet et de... Sur tous les sujets. Oui, je crois qu'il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Mais il ne doit pas y avoir de sujet tabou pour une raison simple, c'est que c'est la démocratie. J'ai entendu, moi, les ministres qui disaient « Ah oui, mais attention, si on fait ça, si on fait le référendum d'initiative citoyenne, demain, on pourra avoir la peine de mort rétablie. » Mais enfin, s'il y a une majorité de Français qui est favorable, eh bien, à ce moment-là, elle sera rétablie, comme il existe dans plein de pays dans le monde. On peut avoir... Non, mais attendez, on peut avoir son opinion sur ce sujet. Moi, je dis pas que je suis spécialement favorable, c'est pas la question. Mais est-ce qu'on accepte que la démocratie s'applique ou pas? Est-ce qu'on accepte qu'à un moment donné, il y a une majorité absolue de Français qui, dans les urnes, décident oui ou non? Ou est-ce qu'on continue avec un exercice sectaire du pouvoir, 300 députés en marche, qui votent comme un seul homme? Ils ont été élus, monsieur. Oui. Ils ont été élus dans la foulée de la présidentielle, sur étiquette, et aujourd'hui, ils représentent, à cause du mode de scrutin, ils ont une légitimité individuelle, avoir été élus dans une circonscription à l'instant T. Quelle est leur légitimité? Qu'est-ce qui reste de leur légitimité 2 ans après, alors même qu'on a un mode de scrutin qui prive de représentation 40 ou 45% des Français? C'est surtout que l'élection, elle est plus légitime aujourd'hui quand on voit que les politiques ne tiennent plus leurs promesses, quand on voit Emmanuel Macron qui se sert de l'argent public pendant son mandat de ministre de l'économie pour faire sa campagne de communication et pour ramasser des soutiens financiers pour construire sa campagne. Je veux dire, aujourd'hui, c'est l'oligarchie qui élit qui il veut élire. Voilà, on n'est plus du tout dans un système démocratique représentatif valable. Les Français sont allés aux urnes quand même. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, juste une minute. Je voudrais défendre le RIC, parce que le RIC, il y a une grosse incompréhension. Il faut bien comprendre que le RIC, tel qu'on voudrait qu'il soit appliqué, évidemment qu'il y aurait un temps de débat préalable obligatoire pour pouvoir échanger. Mais sur tous les sujets, c'est ça qu'on veut comprendre. Évidemment, sur tous les sujets. La peine de mort, l'avortement. Non, des grands sujets sociétaux acquis, on ne va pas revenir dessus, évidemment. Mais enfin, il y a des tas de sujets sur lesquels il faudrait que les Français puissent s'exprimer, des grandes décisions stratégiques, notamment, voilà, la Française des Jeux privatisée, l'aéroport de Paris privatisé. Ça, c'est des grands sujets qu'on ne peut pas laisser comme ça libre. Mais le propre de l'initiative populaire, c'est précisément qu'on n'en restreint pas le domaine d'intervention. C'est-à-dire que vous dites, ah non, il y a des sujets En réalité, une fois qu'on a un référendum d'initiative populaire, il suffit d'avoir 500 000 ou 1 million, tout dépend où on met le seuil, de citoyens qui font une demande et il y a automatiquement un vote. Il faut que ce soit surtout bien organisé. On va laisser répondre... Attendez, mais je n'ai pas terminé. Vous m'avez Ilana Sicurel ne commence pas. Juste dire que le RIC, il faudrait qu'il soit relié au compte impôt.gouv, à nos comptes numériques, et qu'il y ait une communication faite à chaque citoyen pour qu'il puisse s'impliquer, qu'il reçoive un mail avec possibilité de voter en ligne et des choses comme ça qui soient bien ficelées et communiquées correctement aux citoyens. Oui, écoutez, moi je salue en fait ce qui s'est exprimé ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est une envie de politique des Français. Et je le sens dans ce que vous dites et même dans votre ferveur, et je trouve ça très bien. Parce qu'en plus, le meilleur antidote contre les extrémismes, c'est l'engagement des citoyens. Parce que c'est souvent dans l'apathie qu'ont pu monter les partis extrémistes dont nous ne voulons pas dans ce pays. Je pense que les Français n'en veulent pas. Donc moi, si vous voulez, je vous entends. Je ne suis pas aussi pressée que vous de tourner la page de la Ve République, parce que moi j'ai envie de sauver la Ve République.
Et je pense qu'elle peut être améliorée. Elle est obsolète. Donc laissez-nous une dernière Ça chance. fait des années qu'on Alors, en je vais vous parle, dire comment je vois les choses, mais j'ai bien compris que vous vouliez une 6e République. Moi, je pense que ce qu'on a vécu pendant ces quelques mois, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire de mettre une dose de délibération, de démocratie délibérative dans notre pays. Comment ? Et vous savez, dans les 10 000 réunions, il y en a eu beaucoup en ruralité. Quand vous avez 16 000 cahiers de doléances, c'est-à-dire un maire sur 2 qui a joué le jeu, je peux vous dire que les cahiers de doléances, ils n'ont pas fait de cadeau à l'exécutif. Donc c'est quelque chose qui s'est réveillé dans notre pays et c'est très bien. Et c'est aussi ce qu'exprimait votre mouvement, parce qu'il y a eu une envie de commun et d'engagement politique. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je termine. J'ai beaucoup de choses à dire, mais sur l'initiative citoyenne, je pense que l'idée d'une loi d'initiative citoyenne que nous portons, La République En Marche, vous savez, comme parti, a fait un certain nombre de propositions. On va voir si c'est retenu. Mais en tout cas, la LIC, c'est-à-dire la loi d'initiative citoyenne, où il y aurait 1 800 000 citoyens qui pourraient mettre en mouvement une initiative avec un comité de citoyens et donc Mais du 1 coup, million, c'est la trop- démocratie c'est trop grand représentative. comme chiffre. Mais c'est à voir et c'est à voir. Mais c'est des chiffres que vous citiez tout à l'heure l'un et l'autre. Donc on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Je pense que le débat national, il doit devenir se pérenniser pour qu'on n'arrive pas à un certain nombre d'erreurs qui ont été faites parce qu'il y a eu une forme de déconnexion sur un certain nombre de sujets. Et là, aujourd'hui, on est dans la meilleure des configurations pour prendre des bonnes décisions d'urgence sur des sujets qui ont été identifiés lors de ce débat. Et on est, quelque part, on a fait un IRM du pays pour savoir quels sont les domaines dans lesquels il y a le plus urgence et dans lesquels nous devons agir de manière efficace. Mais je vous suis complètement sur le fait que la démocratie représentative, elle doit avoir une forte dose de démocratie délibérative et je pense qu'on peut y arriver dans le cadre de la 5e République. Sergio Coronado, candidat LFI aux européennes, nous a rejoint. Est-ce que vous y croyez, vous, à cet acte 2 ? Est-ce que j'y crois ? Moi, je me contente de regarder les faits. Je trouve que ce grand débat, ça a été un grand monologue. D'ailleurs, ça avait été prévu par Chantal Joanneau quand elle avait refusé l'offre de l'exécutif de servir de faire-valoir. C'est ce que déclarent les garants, par exemple, du grand débat. On a vu essentiellement le président de la République et les ministres parader dans ces débats. Vous allez me laisser fier. Bien sûr, ok, bien sûr. d'accord. Et donc, ça ne se limite pas à ça. Non, mais ça ne se résume certainement pas à ça. Mais vous avez utilisé ce grand débat comme une forme d'avant-goût de la campagne électorale. Financé par fonds publics à 12 millions. Et donc, le scepticisme aujourd'hui qu'éprouvent en fait les Français à l'égard à la fois du déroulé, mais également du résultat, et des attentes un peu mitigées à l'égard des déclarations et des propositions qui seraient reprises, me semble totalement justifié. Moi, j'ai observé avec beaucoup d'attention, c'est vrai qu'il y a besoin de débat dans le pays. C'est vrai aussi que ce grand débat est arrivé, j'allais dire... suite au mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement l'a organisé contre un et forcé. C'est pas par goût de la démocratie participative ou de la démocratie délibérative. Parce que sans ça, en fait, vous auriez joué votre rôle, madame, au Parlement. On a eu le sentiment en 18 mois que l'Assemblée nationale s'était transformée en paillasson de l'exécutif. C'est-à-dire sur des questions... Il y a un programme, donc on l'applique, c'est un peu cohérent. Sur des choses tout à fait importantes, par exemple, comme le rôle constitutionnel du contrôle, en fait, que doit exercer le Parlement, et notamment... un député à l'égard de l'exécutif, on a vu ce que ça a donné au moment de la mise en place de la commission Benalla. C'était une honte ce que vous avez fait à l'Assemblée nationale. Une honte d'autant plus visible que le Sénat a préféré jouer un rôle beaucoup plus constitutionnel. On Sénat d'opposition, Assemblée de majorité, oui, mais je vous rappelle, le cas dans tous les Je vous rappelle, Christophe pouvoirs. Barbier, qu'il y a eu une commission d'enquête parlementaire sur Cahuzac et qu'elle n'a pas été sabordée par l'exécutif. Mais la justice fait son travail. Laissez-moi finir, madame. Et que les conclusions qui avaient été portées par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur Cahuzac n'avaient pas fait plaisir à l'exécutif, ni à François Hollande, ni au dispositif gouvernemental qui avait été mis en place suite aux révélations de Mediapart, en fait. Et donc, on peut, même quand on est dans la majorité, jouer un rôle de contrôle de l'exécutif. Ce n'est pas fait par les parlementaires de La République En Marche. C'est ce qui explique aujourd'hui la grande méfiance d'une partie de l'opinion à l'égard du grand débat, des résultats qui pourraient en sortir. Monsieur, Ça révèle tous les dysfonctionnements. La justice c'est pour est en ça cours, que donc madame, il y a la pas 5e d'aller République, jusqu'au elle est bout. plus opérante. Elle est dysfonctionnelle, c'est mort. C'est pour ça que là, l'hiver est passé et le printemps arrive et je vous assure qu'on va continuer à être là dans les rues et on va rien intéressant. Ça lâcher. veut dire que quoi qu'il soit annoncé ce soir, vous serez On samedi restera dans les rues. On restera dans la rue parce que c'est une révolution. Jusqu'à quand ? C'est une révolution. Non, mais ça, j'ai bien compris. On demande la dissolution de l'Assemblée nationale, la Mais qu'est-ce que ça démission vous du apportera, la gouvernement. dissolution de l'Assemblée On veut nationale ? des états généraux pour mettre à plat les choses,
pour créer un autre système politique. On veut la vraie démocratie. Voilà. Et le système des élus et des représentants, on veut changer ça parce qu'ils ne nous représentent plus. Mais à l'origine des Gilets jaunes, c'était les Gilets jaunes à la base, c'était une manifestation sur le pouvoir d'achat. Pas uniquement. Là, vous demandez... Dès le 18 novembre, monsieur, les gens ont discuté, se sont politisés. Tout le problème de la démocratie en France, il est ressorti dès le 18 novembre. Même si le prix de l'essence a mis le feu aux poudres, regardez aujourd'hui, on nous augmente de 5% l'électricité, le prix de l'essence a de nouveau flambé. On voit bien que tous les problèmes qu'il y a ne seront pas réglés en 3-4 formules de la République en marche et d'Emmanuel Macron, et que c'est tout un système qu'il y a à revoir. Le printemps est là, je vous garantis que les Gilets jaunes, ils vont rien lâcher. On va continuer à être là tous les week-ends dans la rue jusqu'à ce qu'on change réellement ce système politique et qu'on remette en cause le système de A à Z. Voilà. Vous restez déjà avec nous en plateau parce que ça continue dans un instant le débat dans le live BFM. Le débat qui se poursuit avec Serge Coronado pour la France Insoumise, Sophie Tissier, Gilets jaunes, Nicolas Bay pour le Rassemblement National, Iliana Sicurel pour la majorité, Laurent Neumann nous a rejoint. Le chef de l'État veut donc proposer des solutions, transformer les colères en solutions et il l'a même mis en ligne sur les réseaux sociaux. Regardez ce tweet et le clip qui va avec. Je pense qu'on peut lever par ce débat beaucoup de malentendus. Monsieur le Président, vous nous avez demandé d'être direct, donc je le serai évidemment. Monsieur le Président, je suis médecin et pourtant vous voyez un gilet jaune à mes pieds. On est un pays où on a laissé trop s'installer la conflictualité. Bonjour Monsieur le Président et bienvenue dans les Alpes de Haute-Provence. Moi je prends un engagement solennel devant vous, c'est que moi j'en tirerai des conséquences véritables. Je nous souhaite à nous tous, parce que c'est une impérieuse nécessité, de réussir. Exactement, pour ceux qui connaissent un tout petit peu la grammaire de la communication politique, c'est la copie conforme des clips vidéo que l'on voit pendant les campagnes officielles, qu'elles soient nationales, législatives, européennes. Vous verrez, quand on rentrera dans la campagne officielle des européennes, vous verrez ce type de clips vidéo surgir. Alors, on va oublier 2 secondes la forme, que certains peuvent paraître excessive, d'autres diront ridicule, très bien. Si on s'attache au fond, le moins qu'on puisse dire, du coup, c'est que ça met la barre très haut. Vous avez parlé, on vous a entendu, et ce soir, je vous réponds. Je vous réponds. Donc il faut forcément que les réponses soient à la hauteur des attentes. Et j'ai écouté la première demi-heure de ce débat. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les attentes sont différentes. Donc il y a la quasi-certitude ce soir qu'on pourrait se retrouver autour avec les mêmes invités qui diront de la même manière, quelles que soient les annonces, qu'au fond, on est très en deçà de ce que les uns et les autres attendent pour différentes raisons qui sont toutes, de mon point de vue, parfaitement légitimes. Mais il ne pourra pas satisfaire tout le monde ce soir, c'est évident. Or, ce clip vidéo, elle donne l'impression de dire « je vous réponds et lorsque je vous aurai répondu, ce sera réglé ». Non, ce sera le début peut-être de quelque chose, c'est certainement pas la fin. Nicolas Bay, c'est du marketing ? Oui, c'est évidemment du marketing. Je vous parle, je me mets en scène, maintenant je vous réponds, c'est c'est Emmanuel Macron qui fait sa com personnelle. Sur le fond, on en a déjà parlé. Moi, je pense que les réponses ne seront pas à la hauteur, ni sur la démocratie, ni sur le pouvoir d'achat. Bon, mais j'attends de voir. Moi, je suis un citoyen aussi. J'attends de voir. Et vous savez déjà que ce ne sera pas à la hauteur. J'ai le sentiment, parce qu'il a déjà fermé la porte à un certain nombre de changements de cap. Et je pense qu'il ne sera pas dans la logique du changement de cap. Donc, ce ne sera pas à la hauteur pour cette raison-là. Voilà. Après, attendons de voir les mesures concrètes. Mais moi, ce qui me dérange le plus, parce qu'on est à 6 semaines des élections européennes, c'est qu'on voit qu'il y a une volonté de parasitage et de télescopage total sur la campagne des européennes. Tout est fait pour évacuer la campagne européenne, y compris celle de la liste qu'il soutient, c'est-à-dire celle de Mme Loiseau. Et je pense que c'est fait sciemment, peut-être même que le choix de Mme Loiseau, qui s'impose pas naturellement dans l'espace politique, disons les choses avec modéré, et sans doute participe aussi de cette stratégie d'Emmanuel Macron. Au début de son quinquennat, il avait fait le discours de la Sorbonne, il avait dit vous allez voir ce que vous allez voir sur l'Europe. Moi, je vais prendre la main, relancer la construction européenne. Il est aujourd'hui isolé, fragilisé, affaibli sur la scène européenne, et par conséquent, il veut évacuer le débat des européennes, et il se dit que plus il fera durer ce grand débat, plus il fera durer la restitution,
plus il fera durer le suspense sur les propositions concrètes, plus on s'approchera de l'échéance et il échappera ainsi à ce grand débat des européennes. Je trouve que c'est malhonnête démocratiquement parce que c'est la première échéance électorale du quinquennat. C'est la première fois qu'indépendamment des mouvements, si légitimes soient-ils, dans la rue, les Français ont le droit de s'exprimer tous dans les urnes et sacrifier ce moment au profit de sa communication politique personnelle, je trouve que c'est très méprisant à l'égard des processus démocratiques dans le pays. Écoutez, d'abord, et ça vous étonnera pas, je suis absolument pas d'accord sur le jugement extrêmement sévère que vous portez sur la tête de liste de Renaissance, qui est Nathalie Loiseau, qui est une des meilleures. De toute façon, j'attendais pas de vous un soutien, je vous rassure. C'est une femme qui est une des meilleures connaissances, une meilleure connaisseuse des institutions européennes, et qui est une femme de conviction et dont je suis très fière de figurer sur sa liste. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est pas Emmanuel Macron qui a décidé de ce timing. Et moi, je suis je peux vous dire qu'on a un programme européen extrêmement fort et qu'on est même le seul à avoir un programme européen. Donc, attendons. Justement. Mais maintenant, ce qui est très important, et je vous le dis, je suis sur la liste, c'est mon quotidien. Nous avons de grandes propositions à faire au niveau européen. Mais aujourd'hui, ce serait inaudible. C'est-à-dire que c'est tout le contraire de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que pour que le débat européen puisse vivre, il faut justement le préserver et que nous ayons déjà cette phase du grand débat, de sa conclusion, des propositions qui soient déjà placées pour le débat national. Et d'ailleurs, je n'ai pas entendu beaucoup le mot d'Europe, alors même qu'il y a beaucoup de questions, notamment la transition écologique, sur lesquelles nous ne pouvons avoir de vraies réponses qu'au niveau européen. Donc c'est tout le contraire de ce que vous venez de dire, à savoir que c'est pas nous qui avons décidé de ce timing. Ce timing, on essaye d'en faire le mieux. On essaye de tirer. C'est une décision exclusive du président de la République, ce timing. Il y a eu une crise dans ce pays. Je vous explique ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que on essaye de répondre de la manière la plus respectueuse à ces voix qui se sont fait entendre par une réponse politique forte qui concerne le national. Et maintenant, parler aujourd'hui d'Européens, des sujets européens aujourd'hui, alors que cette première phase n'est pas clôturée ou en tout cas elle va s'ouvrir avec un certain nombre de propositions, ce serait au contraire tuer quelque part le débat européen avant qu'il ait pu éclore. Donc c'est tout le contraire de ce que vous venez de dire. Et on est dans une séquence, et ne vous inquiétez pas, l'Europe, on en parlera et on aura des propositions fortes à faire. Très rapidement, excusez-moi. Vous avez eu la parole tout à l'heure. Excusez-moi, vous avez eu la parole tout à l'heure. On a un tour de parole, on va le respecter. C'est quand même comme ça que ça se passe sur un plateau. Non, c'est une période qui est marquée par la place prise par la communication politique, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron est plutôt doué pour ça en fait, et constater en fait que le macronisme se réduit essentiellement à la figure du président de la République, c'est pas non plus une surprise. Il organise le grand débat pour gagner du temps, il joue sur le pourrissement du mouvement, il le fait durer pendant plusieurs mois. Pas que le pourrissement, la répression. Et la répression, évidemment, j'étais un des premiers à dénoncer cette répression-là. Et c'est aussi une façon de ne pas parler des sujets essentiels, par exemple. Pendant ce moment du grand débat, on assiste au vote de la loi Pacte avec la privatisation d'ADP, donc 185 parlementaires, parce que vous semblez être attachés à la démocratie et aux outils de la démocratie qui viennent compléter la démocratie représentative, se coalisent pour organiser un référendum d'initiative partagée. C'est plutôt bien, c'est une disposition qui figure dans la Constitution. Qu'est-ce qu'on entend ? Les membres de la majorité du gouvernement dénoncent le populisme, la démagogie, alors que c'est un outil qui est prévu en fait. C'est un attelage étrange, parce que vous êtes dans la cohérence, mais les Républicains un peu moins. C'est utile de faire participer les citoyens sur des sujets aussi clés qui relèvent de la souveraineté, qui relèvent des leviers importants et nécessaires, par exemple sur la transition écologique. On ne veut pas parler d'Europe. Pourquoi ? Parce que sur la liste, notamment de La République En Marche, vous avez des pro-glyphosate, des anti-glyphosate, des pro-nucléaires, des anti-nucléaires. C'est dans la caricature. Alors on nous dit, c'est le seul levier, l'Europe, pour lutter efficacement contre le changement climatique. Non, il y a aussi des politiques nationales qui doivent être menées, que vous ne menez pas, les moyens. Et qui ont conduit, par exemple, à la démission de Nicolas Hulot en dénonçant la place des lobbies dans la politique environnementale que vous menez. Vous n'avez pas de politique écolo et vous n'en aurez pas plus à l'échelle européenne parce que vous êtes totalement liés au lobby, madame. On en reparlera. Totalement. Sophie Tissier, votre avis sur l'écologie ? Sur l'écologie, les États-Unis, évidemment, le gouvernement vient de faire reculer l'interdiction du glyphosate. Tout est fait pour que la transition écologique ne se fasse pas. Et évidemment que c'est pas au niveau de l'Europe que ça va se faire. Au niveau européen, ça fait 15 ans, c'est 5 ans. C'est au niveau aussi de la France. Le combat du glyphosate, nous le menons. Nous le menons, le combat contre le glyphosate. De toute façon, nous, l'Europe, on considère qu'il faut renégocier les contrats européens, voire en sortir pour pouvoir refonder une Europe humaniste, sociale et fondée sur la participation de tous les peuples aux décisions également. Parce qu'aujourd'hui, c'est la finance qui dirige l'Europe. Voilà, on le voit, c'est Juncker qui a créé l'Europe telle qu'elle est, et c'est les ministères
ministère de l'économie et les finances qui dirige l'Europe. Ça, c'est pas normal. Et nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de sortir de ces traités-là, de les refonder. Et c'est ce qu'il faudrait, par exemple, il faudrait un référendum là-dessus. Il faudrait également que M. Macron remette en cause son mandat. Voilà, bon. ça serait sur ce dernier point, je suis pas trop d'accord, mais sur l'Europe qui doit se transformer. Les grands hommes, c'est ce qu'ils ont fait. L'État doit se transformer. Et je voudrais finir avec une grosse pensée pour cette femme qui a été tuée au début du mouvement à Marseille, Zineb. On en a parlé et ça a été tué pendant des semaines. Tout a été fait pour étouffer cette affaire. Alors, pour ceux qui nous regardent, il y a une octogénaire qui a reçu une grenade lacrymogène. Une octogénaire, voilà. La famille porte plainte. La famille porte plainte et on a une grande pensée pour elle. Et comme je vous le disais, les Gilets jaunes sont la démocratie de demain et nous portons la politique de demain. Et c'est pour ça qu'on va rester dans la rue jusqu'à ce qu'on change les choses et que chaque citoyen puisse reprendre le pouvoir. C'est pas fini, Sophie Tissier. On revient dans quelques minutes dans le débat du live. À tout de suite. Le débat du live qui se poursuit avec cette allocution du chef de l'État ce soir à 20h, qui sera suivi 36 heures plus tard d'une conférence de presse. Ce sera sa première. Jusqu'à présent, il avait toujours refusé l'exercice. Souvenez-vous, la pensée trop complexe du chef de l'État pour les journalistes. Gérard Larcher, le président du Sénat, le dit, le président n'aura pas de seconde chance. Vous êtes d'accord, Sergio Coronado? C'est vraiment qui tout double ce soir? Écoutez, il a été élu pour 5 ans. Il fera sans doute l'ensemble de ce quinquennat. Donc, on peut utiliser des expressions comme ça. Ce que je retiens, moi, de l'expression de Gérard Larcher, c'est qu'au bout de 18 mois, on a un quinquennat qui est parti à volo, dont personne ne comprend véritablement le sens, si ce n'est les choix, finalement, qui vont donner la tonalité du macronisme, les choix en faveur des plus riches, la suppression de l'ISF, la mise en place de la flat tax. Et donc, à part mener une politique uniquement dans cette direction-là, on a aujourd'hui des interrogations très fortes. On avait pu croire au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, vous savez, un jeune président de 40 ans, c'est quand même tout à fait inédit dans notre pays, qu'il allait être le champion de l'écologie. Rappelez-vous, ces déclarations, c'était pas compliqué d'apparaître comme un écolo face à Trump. Après la démission de Nicolas Hulot, il n'y a personne qui parie un euro sur le fait que ce quinquennat permettra de progresser en direction Excusez-moi, mais refuser Excusez-moi, madame, c'est c'est pénible en fait d'être sur ce plateau quand on est régulièrement interrompu. Vous aurez la parole, vous inquiétez pas. Qu'on ait en fait une sortie progressive du nucléaire, une lutte efficace en faveur contre le changement climatique ou de lutte contre les pesticides. Sur ces questions-là, aujourd'hui, plus personne se fait beaucoup d'illusions en fait. Et c'est terrible en fait, quand on a pu incarner à un moment donné, et notamment vis-à-vis de l'opinion internationale. Et par ailleurs, on pensait aussi que ce serait un président libéral dans tous les sens du terme, à la fois sur le terrain économique, sur le terrain des morts. La PMA apporte toutes, on attend toujours. La répression de ce mouvement a fait l'objet, a permis que des instances internationales regardent la France comme un pays où la démocratie est mise à mal. L'ONU qui demande une enquête approfondie. Michelle Bachelet, la directrice du Haut Commissariat aux droits de l'homme, est intervenue demandant une enquête indépendante sur les violences qui ont été exercées contre les Gilets jaunes. On a eu des vies mutilées, des gens qui ont perdu une main, des yeux éborgnés. Et donc, même sur ce terrain-là, on aurait pu croire en fait que Emmanuel Macron allait se caractériser par une forme de libéralisme culturel également. La déception est très grande. Donc, je lisais son tweet avant de venir. Il parle des colères. Mais les colères, c'est lui qui les a levées, en fait. La manière dont ces colères s'expriment aujourd'hui, il en est le principal responsable. Iliana Sigurel. Oui, vous savez très bien que ces colères, elles sont anciennes. Elles ont plusieurs décennies. On est d'accord. Donc, oui, d'ailleurs, Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Il y a quelque chose d'un peu énorme à dire que c'est lui qui les a levées. Elles existent depuis longtemps. Et je vous rejoins. Et là, je vais vous répondre en vous disant que nous ne sommes pas le parti du statu quo. Vous avez raison. Et moi, je ne me suis pas engagée en politique pour faire des cadeaux aux riches. Donc, je l'ai dit avant que vous n'arriviez, mais je le redis parce que c'est important. La première des guerres, c'est la guerre contre le chômage. On y arrivera parce que c'est la plus grande des inégalités. On est d'accord là-dessus. On ne pourra s'en sortir que s'il y a une reprise et une relance de l'économie et des investissements. Ça passe aussi par une réforme de la formation. Et ça, nous devons le faire parce que sinon, nous n'aurons que la pénurie à partager entre nous et ça ne servira à rien. Pour autant, nous ne sommes pas dans la main invisible d'Adam Smith et nous ne sommes pas des libéraux au sens où nous pensons que les investissements vont automatiquement... Il faut des investissements parce que ça, c'est la condition pour qu'il y ait du travail pour nos concitoyens. On est en dessous de 9% de chômage, c'est la première fois depuis 10 ans. Et il faut tout faire pour que ça continue. Et tous ceux qui disent autre chose mentent aux Français. Parce que le CICE, madame, le CICE qui va aux grosses entreprises, depuis 5 ans, il y a des milliards, pour reprendre, il y a des milliards qui vont dans les poches des grosses entreprises
entreprises. Le patron du MEDEF s'était engagé avec son petit pins ridicule là, à créer des emplois. 1 million. Vous croyez que les 6,5 millions de chômeurs vont avoir des emplois? Arrêtez avec ce dogme du ruissellement, ce dogme de l'investissement magique qui va créer de l'emploi. C'est complètement dingue. Les investissements reprennent. Vous avez des œillères, vous êtes sectaire. Avec cet ultralibéralisme nocif qui détruit la vie des gens, qui détruit la planète. S'il n'y a pas de boulot, vous êtes en boucle là-dessus. La formation, mais enfin, c'est un truc cosmétique. On sait très bien que c'est pas ça qui va créer de l'emploi. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Il faut que le CICE, il aille uniquement aux petites et moyennes entreprises. Il faut que tout cet argent qui est gâché, qui est rendu dans les poches des plus riches, arrête d'être dispersé comme ça. On nous vole notre argent, on vole l'argent public pour être systématiquement reversé au 1%. Et là où il n'y a pas besoin d'argent, je suis désolée, toutes les niches fiscales, tous les ports francs aussi, on n'en parle jamais, les ports francs, il y a des milliards d'œuvres d'art qui dorment aux alentours des frontières, dans les ports, dans les aéroports, tous les riches qui planquent de la thune partout, dans les paradis fiscaux. Pourquoi est-ce que vous ne vous attaquez pas à ça ? Pourquoi vous vous attaquez pas à ça? Ça viendra, c'est un combat. Ça viendra. Oui. Non, mais les promesses, vous ne faites que ça depuis des années. Donc, concrètement, le ruissellement, c'est une théorie complètement. Mais le ruissellement, on ne l'a jamais. Mais ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'on lutte. Même les plus grands économistes démontrent que cette théorie que vous défendez ne marche pas. Je vous le dis, ça ne marche pas. La justice, elle n'arrive pas toute seule, et je suis bien d'accord avec vous. Donc, d'un côté, il faut que la relance de l'économie, parce que sinon on est tous morts et on est tous condamnés au déclin. Mais une fois qu'on a dit ça, le ruissellement, c'est pas le macronisme. Le macronisme, c'est lutter contre les injustices à la racine, et notamment par le système éducatif. J'ai pas le temps de développer, mais je peux vous dire que je suis bien d'accord avec vous. Ça viendra pas tout seul. Les minima sociaux, arrêtez d'affoler les chômeurs. Vous avez vu? Non, mais attendez une minute, parce que la réforme de l'assurance chômage, Macron est en train de demander 4,5 milliards d'euros, 4 milliards sur le dos des chômeurs et des précaires. On nous fait baisser. Mais si, c'est. Écoutez, on va laisser la parole à Nicolas Bay, s'il vous plaît. 4 milliards d'euros d'économie sur le dos des précaires. Vous nous dites, l'économie est en train d'être relancée et on fait la seule chose qui est possible et les autres, ils mentent. Bon, malheureusement, il y a 80% des Français qui ne sont pas d'accord avec vous. La réalité, c'est que vous défendez un modèle économique qui est à bout de souffle. Vous défendez la logique du libre-échange total, la suppression de toutes les protections. Vos résultats économiques qui sont mauvais, arrêtez d'interrompre en permanence, c'est pénible et c'est pas intéressant. Je suis toute seule sur ce plateau. D'abord, vos résultats économiques qui sont mauvais. La dette publique, c'est bon, on peut parler. La dette publique, elle continue d'augmenter. Les déficits publics continuent de se creuser. Le chômage, toutes catégories confondues, il continue d'augmenter. Vous prenez que les chiffres de la catégorie A parce que ça vous arrange, mais ABCD, ça continue d'augmenter. La situation, elle est grave. Et ce que vous défendez, notamment dans la campagne des européennes, c'est d'aller encore plus loin dans l'accélération du libre-échange total. Il y a une petite catégorie, c'est sans doute vos électeurs qui sont les bénéficiaires de ce système-là, mais ça a tué hier notre industrie, ça tuera demain notre agriculture. C'est un modèle économique qui n'est pas viable. Et on voit que partout dans le monde, la Chine, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent la fiscalité, vous ne le faites pas. Ils protègent leur économie avec des droits de douane, vous ne le faites pas. Et c'est ça qui les place en situation d'aller conquérir des parts de marché ensuite ailleurs. Le mot de la fin pour Laurent, rapidement. Oui, pour répondre à ce que disait Nicolas Bay, qui déplorait, et on peut le comprendre, effectivement, que la campagne des Européennes soit pour le moins occultée par cette sortie du grand débat et les annonces que va faire Emmanuel Macron ce soir. C'est en partie vrai, mais on a envie de répondre qu'au fond, c'est vous les partis d'opposition, et on peut le comprendre aussi, qui avez souhaité nationaliser cette campagne européenne, puisque vous demandez à en faire un référendum anti-Macron pour le stopper sur le plan national comme sur le plan européen. Donc au fond, que les deux campagnes soient mêlées, c'est peut-être pas si grave. D'abord, on n'a pas tout à fait dit ça, on a simplement dit que c'est la première occasion que les Français ont de s'exprimer, mais sur le projet européen, c'est que ce soir pour la nomination du chef de l'État. Et l'analyse qui ne manquera pas, le débat non plus sur BFM TV dans la foulée.